De tous les sujets qui font l'histoire du cinéma, celui du tueur en série a souvent été utilisé, même s'il n'a pas toujours été représenté de la même manière. Du tueur d'enfants que l'on plaindrait presque dans M le Maudit, en passant par l'étrangleur de Boston dans le film du même nom, ou encore Kevin Spacey obsédé par les péchés capitaux dans Seven, nombreux sont les films qui ont mis de tels personnages en avant, et parfois même en premier rôle, comme dans C'est arrivé près de chez vous, Tueur né, The Devil's Rejects, ou dans les films dont il va être question ici, car vous vous doutez bien que ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de vous parler d'Hannibal Lecter ou Dexter Morgan que vous connaissez tous, mais plutôt de petits films bis moins connus qui à mon sens sont bien plus impressionnants. Alors avant toute chose, et pour éviter une confusion que l'on fait souvent, on va faire tout de suite la distinction entre le psycho-killer et le slasher. Le psycho-killer, c'est donc un roman écrit par l'auteur anonyme derrière la saga du Bourbon Kid, que je vous conseille fortement, une chanson cool des Talking Heads, mais c'est avant tout un genre cinématographique situé à la frontière entre le thriller et le film d'horreur, mettant en scène un psychopathe qui a commis ou va commettre une série de meurtres. Il est ici le personnage principal et le spectateur va donc passer tout le film à ses côtés. Le slasher, lui, est un sous-genre du film de psycho-killer, dans lequel le psychopathe est un personnage secondaire qui tente d'assassiner le personnage principal, généralement une adolescente, à l'aide d'une arme blanche et qui est souvent masqué ou d'apparence monstrueuse. Mais là où ça se complique un peu, c'est qu'initialement le terme psycho-killer était utilisé au cinéma pour désigner les slashers, à un moment où le mot slasher n'était pas encore employé. Et pour ça, il faudra attendre les années 90. Donc pour ce qui suit, oubliez tout de suite les Chucky, Michael Myers, Freddy, Jason et compagnie, on aura l'occasion de voir ça dans une prochaine vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, un film de psycho-killer se doit de coller au basque du tueur. Or, si l'on s'identifie facilement à un héros lambda, fort, honnête, courageux, etc., on aura déjà plus de mal à vouloir suivre un cinglé qui assassine son prochain pendant toute la durée d'un film. Il faudra alors tout le talent du metteur en scène pour nous intéresser à ce qui est raconté, et nous éviter le réflexe primaire de quitter la salle ou de changer de film en faveur de quelque chose d'un peu plus normal et sécurisant. Et selon moi, l'un des films qui réussit le mieux le combo film regardable mais qui en même temps parle de sujets atroces est aussi l'un des premiers du genre, Le Voyeur de Michael Powell. Alors il n'est pas vraiment à classer dans le bis, mais le film est important car en plus de nous montrer le quotidien d'un tueur, on partage aussi sa vision, car le personnage principal me filme ses meurtres via une caméra pour ensuite se les repasser en boucle. Le film ne contient pas de gore et très peu de nudité, mais c'était sans doute l'une des premières fois dans l'histoire du cinéma qu'on utilisait ce procédé de vue subjective pour la faire se terminer par un meurtre, et le moins que l'on puisse dire c'est que l'Angleterre de 1960 n'était clairement pas prête à prendre dans les dents un tel film. Sans surprise, les critiques au moment de sa sortie sont désastreuses et entraîneront la fin de la carrière de Michael Powell. Et peu importe que le bonhomme était l'un des réalisateurs anglais les plus importants du siècle dernier et qu'il ait réalisé un paquet de chefs-d'œuvre, tout le monde s'accorde pour démonter son film sans même prendre la peine de l'analyser correctement. Il faudra attendre plusieurs décennies avant que Martin Scorsese et Bertrand Tavernier ne viennent remettre les pendules à l'heure, sortir Le Voyeur de l'oubli et rendre à Powell l'honneur qui lui était dû. Avec de très bons acteurs et une mise en scène brillante, ce petit chef-d'œuvre maudit pose malgré lui les bases du psycho-killer. Et même si Psychose est sorti la même année, c'est plus du côté du Voyeur de Powell qu'il faut chercher pour trouver les inspirations des films à venir. Voilà, donc ça on va dire que c'était la base et qu'à partir de maintenant on va commencer à aller un petit peu plus dans le sale. Je sens qu'on va encore faire dans la dentelle. Henry, Portrait of a Serial Killer est un film américain réalisé par John McNaughton en 1986, mais qui n'est sorti en salle que 4 ans plus tard pour cause de problèmes avec la censure. Le film s'inspire librement de la vie d'Henry Lee Lucas, soit un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis, et nous fait vivre son quotidien de la manière la plus neutre et réaliste qui soit. Dans les bonus du film, on trouve une interview de Stéphane Bourgoin, écrivain et spécialiste des tueurs en série, qui explique que pour lui, le film de McNaughton est sans conteste le meilleur film fait sur le sujet, justement parce qu'il évite tous les pièges dans lesquels tomberont les films des années 90, comme le fameux cliché du serial killer brillant et raffiné, qui a toujours 14 coups d'avance sur la police. Ici, Henry nous est montré comme quelqu'un d'affreusement banal, pas forcément plus intelligent que la moyenne, et qui vit dans un appartement glauque en compagnie de son ami Otis. Otis est d'ailleurs lui aussi inspiré du véritable serial killer Otis Toole, qui en vrai était pyromane, cannibale et l'amant d'Henry Lee Lucas, mais qui dans le film est dépeint juste, entre guillemets, comme un maniaque sexuel qu'Henry va entraîner avec lui dans sa folie meurtrière. Même si Henry et Otis assassinent plusieurs personnes au cours du film, McNaughton a l'intelligence de ne pas filmer tous les meurtres et utilise plusieurs techniques pour faire comprendre au spectateur qu'un drame a eu lieu. Par exemple, le film s'ouvre sur un gros plan d'une femme que l'on pense être en train de se reposer, mais lorsque le cadre s'élargit, on constate que ça n'est pas le cas et qu'elle est en réalité morte. Putain, la référence au Dormeur du Val. La poésie de Rimbaud, les psycho-killers, même combat. Magnifique. Plus tard, on assiste à une discussion entre Henry et une serveuse, mais le temps de 2 plans rapides d'Henry qui regagne sa voiture, la scène a complètement changé et on se retrouve devant les cadavres de 2 personnes dans un lieu quasi identique, filmé avec le même angle. Qu'est-ce qui fait que la serveuse a eu plus de chance que les autres personnes qu'Henry a croisées dans une situation similaire? On ne le saura jamais. Dès le début du film et en seulement quelques minutes, McNaughton nous fait comprendre la dangerosité du personnage d'Henry, sans avoir forcément besoin de montrer l'acte en question. De la même façon, plusieurs victimes seront filmées brièvement via un travelling lent, avec en fond sonore le massacre qui a précédé. Donc la plupart du temps, McNaughton ne nous montre pas les scènes de meurtre quand elles se produisent, mais quand il le fait, ça a pour effet immédiat d'en décupler l'impact. A l'inverse du slasher, où les meurtres se doivent d'être variés, inventifs et fun, ceux du psycho-killer sont anti-spectaculaires, réalistes et dérangeants.
Et de toutes les scènes du film, celle qui a fait couler le plus d'encre concerne une agression où Henry et Otis vont se filmer eux-mêmes pour ensuite se repasser l'action tranquillement assis dans leur canapé. D'ailleurs, cet ajout est dû à McNaughton car les vrais Henry Lee Lucas et Otis Toole n'ont jamais utilisé de caméra pour filmer leur meurtre. Résultat, la scoptophilie dont il était déjà question dans Le Voyeur est ici traitée de manière encore plus horrible via la longueur de la séquence et surtout le contraste entre le calme d'Henry et Otis sur leur canapé et leur folie furieuse à l'écran. En plus de la violence de ce qui est montré, le malaise vient aussi des questionnements que pose cette scène. La fascination qu'ont Henry et Otis à regarder de la violence est-elle différente de la mienne, spectateur, qui me trouve exactement dans la même posture à regarder leur histoire tranquillement assis dans mon canapé? Ou plus largement, quelles sont les limites de ce qui est montrable et tolérable au cinéma? Et selon moi, ces limites ont déjà bien été franchies quelques années plus tôt par un film de William Lustig, qui avait aussi fait scandale à sa sortie, Maniac. Je dis ça à tout hasard, mais c'est un film qui parle d'un maniaque. Oui. Il y a eu de la recherche pour le titre. Si tout le monde s'accorde à dire que Carpenter et Argento sont des auteurs, il serait temps de se pencher un peu sur le cas Lustig, car à bien y regarder, le bonhomme a lui aussi une filmographie cohérente avec des thèmes récurrents et un style qui lui est propre. Avec Abel Ferrara et Frank Hennen l'auteur, William Lustig est peut-être le réalisateur le plus emblématique du New York sale et violent des années 80. Bon, déjà parce qu'il y est né, mais en plus de ça, il va surtout passer une partie de sa carrière sur la fameuse 42e rue, là où sont situés tous les grindhouse dans lesquels Lustig visionnera un paquet de films d'exploitation qui vont influencer sa carrière. Il commence par signer 2 films érotiques fin 70, puis change son fusil d'épaule en 1980 pour plonger dans l'horreur avec Maniac dont on va parler dans 2 minutes. 3 ans plus tard, il enchaînera avec Vigilante, une excellente petite série B avec un casting de gueule, conçue comme un hommage aux Vigilantes des années 70. Beaucoup de recherche pour le titre. Au passage, Lustig a été monteur sur Un justicier dans la ville, qui est probablement le Vigilante de référence. Il réalisera ensuite 2 thrillers méconnus en 1989, Hit List et Psycho Killer. Beaucoup de recherche pour le titre. Ta gueule. Lustig est aussi connu pour être le créateur de la saga Maniac Cop, 3 slashers scénarisés par Larry Cohen, dans lequel un policier défiguré revient se venger et fait un carnage dans la ville de New York. Après, les films suivants de Lustig sont un peu moins intéressants, et depuis quelques années, il a stoppé la réalisation pour se consacrer à la production et à l'édition vidéo via sa boîte Blue Underground. Mais ces films possèdent tous cette ambiance lourde très particulière où New York est dépeint comme une ville épouvantable, dans laquelle rester en vie si l'on sort dans la rue relève du miracle. Outre le compositeur Jay Chataway avec qui il collabore régulièrement, un élément qui revient souvent chez Lustig, c'est son obsession pour la couleur violette. Alors je n'ai pas vraiment trouvé d'explication là-dessus, si tant est qu'il y en ait une, mais à la manière de Park Chan-wook, dès qu'il peut la placer dans un plan, il ne s'en prive pas. Du coup, des films efficaces, une ambiance forte, des thèmes et des éléments récurrents identifiables me suffisent pour ranger William Lustig dans la case des auteurs du bis à redécouvrir et réévaluer d'urgence. Mais son chef-d'œuvre, son film qui restera dans l'histoire, c'est incontestablement Maniac. Déjà l'affiche, vous la connaissez certainement tous, et même pour ceux qui n'ont pas vu le film, elle suffit à mettre en garde que ce que l'on s'apprête à regarder ne va pas vraiment être normal. L'affiche a d'ailleurs posé problème en son temps, non pas pour le scalp ou la flaque de sang, mais pour la bosse dans le pantalon qui a foutu en pétard tous les féministes de l'époque. Et en parlant de gens pas contents, si vous évoquez Maniac avec Stéphane Bourgoin, il vous répondra que, contrairement à Henry, il déteste cordialement ce film. L'explication vient peut-être du fait que là où Henry est d'un réalisme à la limite du documentaire, Maniac est plus proche du film d'exploitation et nous fait même presque par moments avoir de la pitié pour le tueur. L'histoire est celle de Frank Zito, personnage solitaire maltraité par sa mère durant l'enfance, et qui se venge à l'âge adulte en scalpant des femmes dans les rues malfamées de New York. Incarné de manière impressionnante par l'acteur Joe Spinell qui coécrit le scénario et trouve ici le rôle de sa vie, le personnage de Frank Zito a beau être un monstre, et même si son physique ingrat et ses actes nous mettent mal à l'aise, on peut difficilement faire l'impasse sur sa tristesse et s'empêcher d'espérer le voir guérir de ses pulsions. À mon sens, le tour de force de Lustig se situe là, nous faire ressentir de la pitié pour un personnage épouvantable, dans un film profondément glauque qui repousse les limites du montrable. Et puis les personnages secondaires ne sont pas très écrits et donc peu attachants, à l'exception de la photographe jouée par Caroline Munro. Si notre empathie se reporte donc sur le tueur, les scènes de meurtre particulièrement atroces sont là pour nous rappeler la vraie nature du personnage. La course-poursuite dans le métro restera pour beaucoup un moment très sympa pour les nerfs. À propos des meurtres, William Lustig choisit de ne pas faire dans la dentelle, et en ça il est particulièrement aidé par le maquilleur culte Tom Savini, qui va lui confectionner toute une série de plans gore à classer parmi les plus réussis des années 80. D'ailleurs, Savini fera une apparition dans le film comme à son habitude, en faisant exploser sa propre tête. A noter que le film bénéficie d'un bon remake sorti en 2012, qui avec son choix de tout filmer en caméra subjective, nous place directement dans la peau du tueur. Techniquement très réussi, le film n'est par contre pas aussi marquant que l'original, malgré de bonnes idées, une bande originale assez cool, du gros gore qui tâche et un casting inattendu. Frodon Sackey à la place de Joe Spinell, fallait y penser. Même s'ils sont assez compliqués à regarder, Maniac et Henry sont des films assez connus des fans du genre, ce qui n'est pas forcément le cas des films qui vont suivre. Le premier, c'est La Panthère Noire, un film anglais réalisé par Ian Merrick en 1977 et resté invisible pendant près de 40 ans. Le film se base sur une histoire vraie, celle de Donald Nelson, braqueur minable et assassin qui kidnappa une jeune fille pour obtenir une rançon.
Le film ayant été tourné peu de temps après les faits, Meyrick ne cherche surtout pas à faire dans le racolage et va plutôt privilégier une reconstitution minutieuse, sans forcément chercher à choquer comme dans Henry, ou créer un peu d'empathie comme dans Maniac. Il n'y a pas d'effet particulier au niveau de la mise en scène et la lumière du film est terne et froide, à l'image de la campagne anglaise dans laquelle se déroule l'histoire. Quant au personnage de Nelson, il empêche d'emblée toute identification. Ancien militaire qui s'entraîne dans la campagne comme s'il était toujours en guerre, il est glacial, autoritaire, stupide. Et moche. La totale. Et quand il ne se défoule pas sur sa famille, Nelson part faire des cambriolages dans lesquels son amateurisme et sa connerie contrastent avec la rigueur de sa petite préparation militaire. En plus du portrait d'un homme inadapté socialement en proie à des pulsions meurtrières, ce qui intéresse Meyrick ici, c'est de montrer à quel point le personnage de Nelson est une bombe à retardement cachée sous des allures de Monsieur Tout-le-Monde. À ce propos, le vrai David Nelson mettra des années à se faire arrêter, car encore une fois, un psychopathe ne ressemble pas forcément à un monstre ou à un génie du mal, il peut se cacher sous les traits de n'importe qui et souvent chez les gens que l'on ne soupçonnerait pas forcément. La Panthère Noire aura connu de très gros problèmes à sa sortie. Une météo dégueulasse a fait fuir les spectateurs lors des grosses avant-premières, des représentants municipaux aidés par la police ont manifesté à l'encontre du film et obtenu que les 300 copies soient retirées des cinémas qui le distribuaient. Aujourd'hui, heureusement, le film existe en DVD, et dans un petit livret qu'il contient, Ian Meyrick revient en détail sur La Panthère Noire, ce film maudit qui aura coulé sa carrière. Et en parlant de carrières qui se sont cassées la gueule, ça nous amène au deuxième film, où là c'est encore pire car le réalisateur n'a rien pu faire derrière, et de tous les films de la liste, c'est certainement le plus immersif, le plus réussi, et le plus impressionnant. Ceux qui l'ont vu savent déjà de quel film je parle, les autres accrochez-vous parce qu'on va parler de Schizophrénia. Schizophrénia est un film autrichien de 1983 réalisé par Gérald de Cargle et raconte l'histoire d'un homme qui, tout juste sorti de prison pour meurtre, va se remettre illico à la recherche de nouvelles victimes. Si comme on l'a vu, La Panthère Noire peut être qualifiée de film froid, je vous assure que ça n'est rien en comparaison de Schizophrénia. Le film s'ouvre sans musique et hormis quelques bruitages, la première chose que l'on va véritablement entendre sera le monologue intérieur du personnage principal. Soit un flot presque ininterrompu de pensées malsaines qui vont s'étaler sur toute la durée du film et créer un malaise immédiat. Ich hatte schon einen konkreten Plan. Im Detail war alles klar. Jetzt war nur noch nötig, einen Menschen zu finden. Premièrement, tout est dit sur un ton calme, complètement détaché, et deuxièmement, ces pensées n'ont pas été totalement inventées, mais inspirées d'un livre d'entretien entre un psychiatre et un serial killer surnommé le vampire de Düsseldorf, ce qui rajoute une couche supplémentaire à l'horreur. L'histoire du film, elle, est par contre basée sur un fait divers qui a eu lieu en Autriche au début des années 80. Mais le plus marquant à propos de Schizophrénia concerne sa mise en scène. Tout est mis en place pour que l'on ressente la folie du personnage principal via une caméra qui ne filme absolument pas comme elle le ferait dans un film classique. Soit elle colle littéralement au tueur et nous fait nous déplacer en même temps que lui grâce à un système de harnais, soit elle le cadre avec des angles totalement inhabituels, avec des vues au ras du sol ou en plongée extrême, via des câbles ou une grue. Ce filmage particulier déroute autant qu'il fascine. Tous les plans de Schizophrénia sont à la fois étranges mais hypnotiques, et le spectateur malgré sa gêne ne peut s'empêcher de quitter les yeux d'écran. Pour en savoir plus, je vous encourage vraiment à regarder les bonus du film, car il y a encore pas mal de techniques complètement folles qui sont expliquées et dont je n'ai pas parlé mais que je vous laisse découvrir. Si le son et l'image de Schizophrénia sont dérangeants, les séquences de meurtre le sont tout autant, car le réalisateur choisit de ne pas faire dans le spectaculaire, mais dans l'ultra réaliste. Comme beaucoup de tueurs en série, celui du film choisit ses victimes totalement au hasard, et ne semble pas vraiment préparer quoi que ce soit. On assiste alors à des meurtres crus sans aucune ellipse, mais surtout aux erreurs et aux hésitations du tueur. Dès lors, en nous montrant ce que l'on ne voit pas d'habitude, ces mises à mort paraissent terriblement longues et dérangeantes, et achèvent de faire de ce personnage sans nom l'un des serial killers les plus horribles et crédibles de l'histoire du cinéma. L'acteur qui l'interprète, Erwin Leder, est indissociable de ce rôle, et même si on a pu le voir ailleurs, il suffit de voir le film une fois pour ne jamais oublier son visage. D'ailleurs, parmi les spectateurs à avoir été marqués par ce film, on trouve un certain Gaspard Noé dont la quasi-totalité de l'œuvre renvoie d'une façon ou d'une autre à Schizophrénia. Entre les pensées du tueur en voix off dans Seul contre tous, le carnage dans le tunnel irréversible ou la caméra qui accompagne les mouvements du héros d'Enter the Void, les références sont nombreuses et Noé n'a jamais caché toute l'admiration qu'il portait au film. Donc si à la base le cinéma de Gaspard Noé vous rebute, il y a peu de chances pour que vous supportiez Schizophrénia. Mais dans le cas contraire, préparez-vous à prendre une énorme claque. Parmi tous les films dont j'ai parlé, 3 ont coulé la carrière de leur réalisateur, mais ça n'est pas le cas à chaque fois heureusement, il y a quand même une vie après le film de Psycho Killer. Ces films ont juste eu le malheur d'être en avance sur leur temps, d'avoir voulu bousculer les choses et montrer ce qui n'est pas montrable. Car l'autre point commun de tous ces films, c'est bien le rejet massif d'une majorité du public. Et ça n'est pas prêt de changer quand on voit que Love Hunters, sorti récemment, a écopé d'une interdiction au moins de 16 ans et n'a fait que très peu d'entrées. Si le public fait un triomphe aux serial killers haut en couleur qui n'appartiennent qu'au cinéma, il semble avoir beaucoup plus de mal lorsque celui-ci montre ce même serial killer d'une façon beaucoup plus crédible et réaliste. Sans parler que des films acclamés comme Psychose ou Le Silence des agneaux sont basés sur des serial killers ayant vraiment existé. Donc ça n'est pas tant le fait de voir le mal à l'écran qui pose problème en lui-même, mais plutôt la manière dont il est représenté. Bien sûr, les limites de ce que l'on tolère à l'écran sont propres à chacun, et tout le monde ne réagira pas de la même manière face à Maniac ou Schizophrénia. Mais il serait dommage de continuer à faire l'impasse sur ces films, ou même d'en avoir peur, car pour peu que l'on connaisse le principe et les règles, on se retrouve face à des œuvres bien plus inventives et marquantes que la plupart des thrillers qui sortent tous les mercredis en salle.
Et si vraiment l'idée de passer 1h30 en compagnie d'un tueur en série pose problème, il faut pas non plus oublier le principal. Ça n'est que du cinéma.